À quelques minutes de la demi-finale de la CAF qui opposera la RDC à la Côte d'Ivoire, la fièvre monte, les fanatiques s'émuent en entraîneurs et proposent comment les léopards doivent se comporter pour l'emporter devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et puis, le gouvernement zimbabwéen vient de prendre une décision historique. Ce dernier a abrogé la peine de mort qui est une pratique héritée de l'époque coloniale. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette information en bref, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a désigné un informateur. Il s'agit d'Augustin Kabuya Tshilumba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti arrivé en tête des résultats provisoire en nombre de sièges. Sa mission de 30 jours consiste à identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est là pour permettre la formation du gouvernement. Et puis une autre brève, encore de bombes larguées à Goma. Deux bombes ont ciblé des populations civiles au quartier Njulo et Mungaga, Goma, selon un communiqué de l'armée congolaise. Ces bombes ont été larguées par le M23. Ces engins ainsi largués n'ont pas causé de pertes en vie humaine. Il est constitutionnellement impossible de déclarer la guerre contre le Rwanda, comme le chef de l'État l'a promis lors de la campagne électorale. Qu'à la moindre escarmouche, il réunira les congrès pour avoir l'autorisation de s'engager en guerre contre Kigali, qui soutient les M23. C'est le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui le dit lors d'un briefing presse dès ce mardi, co-animé avec le porte-parole de FRDC, le général Ekenge, arguant sur la situation politique post-électorale. Il a rassuré tout de même que sur le terrain en interne, les combats contre le M23 se poursuivent. Suivez le détail avec Fiston Oleko. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Voici le sens de la promesse de Félix Tshisekedi aux Congolais lors de la campagne électorale. En revanche, cette déclaration se heurte à la réelle politique marquée par l'installation progressive des nouveaux animateurs des institutions du pays après le scrutin du 20 décembre dernier. Malgré ce contexte, le gouvernement n'exclut pas cette hypothèse de faire la guerre contre le Rwanda qui est actif à l'est du Congo à travers le M23. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Et donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. Bien qu'il est politiquement difficile d'attaquer le Rwanda maintenant, le gouvernement congolais ne lésine pas sur le moyen pour continuer à combattre le M23 sur terrain. C'est ce qui justifie l'intensification des combats dans le Nord Kivu. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour des Chacha. Les autorités de Kinshasa ont réitéré leur engagement dans plusieurs fronts pour faire taire les armes dans l'est de la RDC, notamment le front militaire, économique, juridique, diplomatique et médiatique. C'est ainsi que les médias congolais ont été exhortés à appuyer les efforts de l'armée avec des informations vraies pour tordre le cou à toute la machine de manipulation de Kigali, ont déclaré les porte-parole du gouvernement et celui de l'armée congolaise.
Que faire pour taire définitivement les armes en République démocratique du Congo après la messe de la paix organisée à Goma fin janvier par les évêques de la RDC, du Rwanda et du Burundi? Ils sont plusieurs ceux qui estiment que les hommes d'église ne doivent pas seulement dénoncer les agresseurs de la sous-région de Grand Lac, mais également aller au-delà des ennemis visibles afin de parler aux vrais instigateurs pour s'attaquer à la racine du mal. C'est le point de vue de Nikez Kibelbel. Le expert de questions militaires a été joint par Patrick Ilunga. Qu'est-ce que nous attendons de la visite des évêques de la CAC? Ils sont arrivés, ils ont visité les déplacés congolais sur le sol congolais, ils ont visité les réfugiés congolais sur le sol rwandais, ils ont vu la détresse. Mais lorsque nous avons suivi l'homélie, la messe dite par le cardinal, l'opinion a été déçue. Pourquoi? Parce que les attentes de la population, c'est que les grandes puissances puissent nous laisser en paix. Le peuple congolais veut la paix. Et les grandes puissances qui instrumentalisent notre voisin, le Rwanda, doivent arrêter. C'est pourquoi nous revenons sur ce que le pape a dit. À Kinshasa, le pape a dit, demandant aux impérialistes, retirez vos mains de la RDC. Laissez les Congolais jouir de leurs richesses. Et nous revenons aussi à deux évêques, deux archevêques qui sont morts, Muziriwa Christophe et Kataliko Emmanuel. Ceux-là ayant compris que le Rwanda était instrumentalisé, que l'argent, les munitions, les armes utilisées par le Rwanda pour tuer des Congolais venaient des États-Unis. Ils ont fait un lobby, ils ont saisi le président de la conférence épiscopale des évêques catholiques des États-Unis en disant « Allez voir votre président de la République, dites-lui d'arrêter de tuer des Congolais qui sont faits à l'image de Dieu. » Alors, nous aurions souhaité, le peuple aurait souhaité que les évêques qui sont venus en RD Congo soient dans la continuité de ces deux-là. Ils sont morts pas pour rien. Et pas seulement de ces deux évêques, archevêques, mais aussi du pape, qui a clairement dit, parce que le pape a dénoncé la mainmise impérialiste sur la RDC, mais le pape nous a aussi appelés à ouvrir les yeux. Peuple congolais, ne vous laissez pas voler votre espérance. Battez-vous. Dans la province d'Elituri, de nombreuses localités du territoire de Djougou sont sous la voie de la pacification totale et c'est grâce aux approches militaires et non militaires utilisées par le gouvernement de l'état de siège et ses partenaires. Le détail de nos confrères de la presse militaire d'Elituri. Les territoires de Djougou, réputés d'être l'épicentre des hostilités en province d'Elituri, à ce jour, connaît une remarquable amélioration et une stabilité de la situation sécuritaire, caractérisée par la libre circulation, fréquentation mutuelle entre l'Endou et Emma, reprise des activités champêtres sur la nouvelle image, créant ainsi l'espoir dans certaines entités, notamment les secteurs de Walendu Djati et celui des Baïma Bagouro. C'est le corollaire de nombreux mécanismes de paix mis en place depuis 2 ans par l'administration militaire, sous le commandement du lieutenant-général Luboyan Kashama Johnny, en étroite collaboration avec la MONUSCO, comme les témoignent ses leaders communautaires. Oui, grâce à la MONUSCO, les FRD et puis les leaders communautaires aussi, Djougou est en train d'être pacifié, effectivement. La réunion que MONUSCO organise avec la protection civile, nous voyons bien que ça part bien. Il y a certaines personnes qui commencent même déjà à cultiver. Elle a justifié sécurité pour CCL. Ce qui démontre qu'il y a l'inquiétude, sécurité à CCL, c'est que nous constatons premièrement la fréquentation mutuelle entre les communautés, que ce soit au marché, voire pour les taxis motards. Ils prennent avec eux les clients de toutes les communautés sans distinction. Et à Sego, ils s'observent vraiment une bonne ambiance. Ces climats de paix connaît également un impact positif sur l'économie et le social de ces deux entités. Les enfants vont actuellement à l'école et cela est fruit de la présence de la MONUSCO et des éléments des FARDC ici sur place. Nous avons vu ici les gens commencent à faire jamais marcher. Les gens créent aussi leur assemblée. Et ça montre déjà qu'il y a une relation pacifique.
Prenons une autre brève. Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, selon lesquelles le Conseil d'État aurait interdit le cumul de fonctions de membres du gouvernement Sama Lukonde avec le mandat électif, le Conseil d'État relève qu'il n'a enregistré aucune requête en interprétation relativement aux incompatibilités prévues aux articles 16 et 108 de la Constitution. Il a par ailleurs précisé que le Premier ministre Sama Lukonde n'a jamais saisi les conseils d'État en interprétation d'une quelconque disposition légale liée aux incompatibilités de membres du gouvernement avec le mandat électif. Et puis la circulation est devenue un véritable casse-tête dans la capitale congolaise. Chaque matin, les automobilistes et les conducteurs de taxi-moto se battent pour atteindre le centre-ville. Les conducteurs indisciplinés et impatients forment d'autres bandes, et ce qui rend encore la situation compliquée. Et cela énerve de nombreux chauffeurs et les passagers qui doivent passer les heures dans le bouchon. Quelles sont donc les véritables raisons de ces embouteillages récurrents dans la ville? Élément de réponse dans ces reportages de Rachel Misenga et Giscard Tamba. C'est depuis plusieurs années que la ville de Kinshasa est caractérisée par des embouteillages monstres. Des embouteillages qui sont devenus un calvaire quotidien aussi bien pour le conducteur, les motards que pour la population quinoise qui peine à trouver le moyen de transport afin d'atteindre les lieux de travail ou sa destination. Quand une personne quitte chez elle, elle n'est pas sûre d'arriver à destination à temps, à moins qu'elle se réveille à 5 heures juste du matin pour avoir une fluidité dans les trafics routiers. Outre l'absence de nouvelles routes, la majorité de cas, les axes routiers qui existent sont de plus en plus saturés par le nombre de véhicules qui ne font qu'augmenter. Mais il est aussi vrai que les embouteillages à Kinshasa sont causés par notamment les mauvais états de route, l'inexpérience et l'incompréhension de chauffeurs et surtout l'absence de la police des circulations routières sur plusieurs points chauds. Ces embouteillages commencent tôt le matin, deux fois vers 5 heures juste. Le premier constat est que nous n'avons plus de routes. Et le peu de routes que nous avons sont en état de délabrement très avancé, à l'exemple des Kabamba et Bokassa qui sont impraticables. Deuxièmement, c'est l'incompréhension de nous chauffeurs, des mauvais stationnements ainsi que de fausses manœuvres dans la rue. Et enfin, ce sont le PCR qui sont de vrais meneurs de troubles. Tout le monde ne peut pas monter dans les véhicules. Il faut que l'État crée de nouvelles routes, comme le chemin de fer, qui sont très importants. Aujourd'hui, tout le monde nous accuse d'augmenter les prix de transport. Cela est dû aux embouteillages que nous rencontrons dans la rue. Or, si nous avions de chemin de fer qui commence de Maluku jusqu'à la gare centrale, Mitendi gare centrale, nous verrons que certaines personnes auront la facilité d'emprunter les trains et payer 1000 francs, ils arrivent au centre-ville à moins de 20 minutes. Il est plus qu'urgent de réfléchir pour une solution durable et pérenne sur cette question épineuse qui touche des millions de Congolais, non seulement à Kinshasa, mais également dans tous les pays. Et dans plusieurs coins de la capitale, les affiches publicitaires sont collées ça et là dans les rues, rendant certaines infrastructures publiques sales et méconnaissables. Une situation qui défigure même le visage de la ville de Kinshasa. Le constat a été fait par Damani Mujinga et Giscard Tamba. Une ville propre est une ville agréable à vivre et à voir par tous ceux qui composent son environnement. Dans la ville de Kinshasa, des murs et plusieurs autres infrastructures publiques le long des rues sont envahis par des affiches publicitaires, laissant sales ces supports où ils sont collés. La campagne électorale des élections du 20 décembre dernier avait occasionné que beaucoup de candidats puissent coller leurs affiches par-ci et par-là, mais après cette période, le constat est amer car la plupart n'ont pas pris soin de les enlever afin de garder l'image de la ville propre. C'est la saleté qui reste lorsqu'ils mettent des affiches. Pendant la campagne électorale, la CENI avait donné un délai à respecter pour que les affiches soient retirées et les candidats aux élections ont le devoir d'enlever les affiches après les élections car cela rend la ville sale. Certains pensent que pour éviter cela, l'État devrait imposer sa rigueur pour éviter que ces affiches soient collées dans l'anarchie.
ville partout dans le monde. C'est à l'hôtel de ville de Kinshasa de recadrer les choses et ils doivent faire le suivi des affichages aux endroits appropriés. En principe, avant de coller les affiches, l'État doit être au courant afin que les délais d'affichage soient respectés. Tout ça, c'est l'État là. Les autorités compétentes sont appelées à réguler les choses à ces sujets car cela salit davantage l'image de la ville de Kinshasa qui est déjà dans une bataille pour maintenir sa propreté. Je le dis au sommaire, à seulement quelques minutes de la demi-finale qui opposera la RDC à la Côte d'Ivoire. La fièvre monte. Les supporters quinois savourent la performance des Léopards de la RDC. Arrivés dans le dernier carré de cette grande compétition dans le rue de Kinshasa, ces fanatiques s'est mis en entraîneur. Ils proposent comment les Léopards doivent se comporter pour l'emporter devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ils sont au micro de Patrick Ilunga et Giscard Tama. Ils vont encore accélérer. Maswaku, il a une frappe de loin impressionnante. Ça passe à côté. Mais moi, remarque à Moukier, sa défense n'a pas son milieu, et ça bien. Bon, on attaque, tous on a des bons joueurs, mais finition, ils endettés. Alors, ce qui va arranger la finition d'attaque et le permettre de s'anner, de marquer Babi. Bon, deuxièmement, il y a pour un peu d'égoïsme. Alors, les joueurs n'ont soit commis en attaque, à une individuelle. Amitel, c'est Casagrand. Alors que nager collectif, des sarano et sungaka. Alors, ce qui balongoli qui est individualité, balongoli qui est égoïsme, ranger bâtir d'abord esprit collectif, n'attaque, bâtir système, moko ya coupé, ça va pas choisir précieux pour nous marquer, alors que tout gagner na biso. La première des choses, il doit renforcer le milieu du terrain. On a une très bonne défense, mais on n'a pas un porteur de ballon. C'est comme si tout le monde se débrouille un peu pour marquer le but. Ça, c'est la première remarque, selon moi. Et deuxième chose, il doit savoir que nous jouons avec le pays organisateur. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Ils vont jouer devant leur public. Et la spiritualité compte, l'influence de l'arbitre et tout ça. Donc, on doit être préparé pour éviter des fautes. Parce que n'importe quelle faute va jouer à notre défaveur. En termes de changement, je ne pense pas trop. Je pense que le coach maîtrise bien ce qu'il fait. Parce qu'à chaque fois qu'il doit faire un changement, c'est toujours un changement pour apporter quelque chose. Et puis deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire en termes de changement. C'est plutôt être là en tant que Congolais, soutenir l'équipe. Et puis voilà, moi je vois vraiment la finale. Hein. Je vois la coupe revenir ici. Parce qu'on a une très très bonne équipe de jeunes comme nous qui font un très bon travail. Alors voilà, il n'y a pas grand-chose à faire comme changement. Il faut juste qu'on apporte notre soutien en tant que Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de voir partout dans le monde. Tous les Congolais de partout qui se sont réveillés grâce à cette victoire. Et on fait confiance à notre équipe. Il y a Méchac, le centre entré et le but de la République démocratique. Madame, Messieurs, passons à la page internationale. Les réformes menées par le gouvernement tanzanien en faveur des investissements au sein de l'économie depuis 2022 produisent des résultats. Le centre d'investissement de Tanzanie, le pays a en fait enregistré 1,2 milliard de dollars d'investissement au cours du premier trimestre 2023, soit 60% d'investissement dans le secteur de l'agriculture, du tourisme ou encore des transports. Africa 24. Le centre d'investissement de Tanzanie affirme avoir enregistré une augmentation de 60% du nombre de projets d'investissement dans l'année 2023 qui a suivi l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement le décembre 2022. Un succès dont le gouvernement se félicite sur la base de l'élimination des défis qui affectent la croissance de l'investissement direct étranger dans le pays. En effet, la présidente Samia Suluhu Hassan a transféré en mars 2023 le registre des investissements du ministère de l'Industrie et du Commerce au bureau présidentiel dans le but de transformer davantage le paysage des investissements en Tanzanie pour propulser l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est. We have brought together 12 government institutions
Nous avons réuni 12 institutions gouvernementales. Cela signifie que lorsque vous arrivez en Tanzanie, par l'intermédiaire d'une seule de ces agences, le TIC sera en mesure d'obtenir votre accréditation fiscale, de vous délivrer votre permis de travail et de séjour et tout ce qui est nécessaire à la création et à l'exploitation d'une entreprise. La capacité à faciliter les processus d'ouverture et de mise en conformité a fait de la Tanzanie l'un des terrains les plus propices aux investissements. Les transports sont devenus le principal secteur attirant les investissements en février 2023 avec des projets d'une valeur de 157 millions de dollars. L'agriculture arrive en deuxième position avec 90 millions de dollars, soit 27%, tandis que la fabrication a reçu 54 millions de dollars, soit 15,8%. Les projets touristiques, eux, ont été évalués à 29 millions de dollars. Des chiffres que les autorités de Dodoma espèrent doubler d'ici à 2030 grâce à plus de mesures incitatives. Si vous investissez, vous bénéficierez d'un report de TVA, ce qui signifie que vous pourrez dédouaner vos marchandises, commencer votre production et payer votre TVA à partir de 3 mois. Nous avons fait en sorte qu'il soit très facile de faire entrer et circuler de l'argent dans le pays. Le transfert de capitaux dans le pays et le rapatriement des bénéfices sont libres et vous pouvez embaucher. Pas seulement des Tanzaniens, mais aussi du monde entier. La Tanzanie se présente comme le pays figurant parmi les économies à la croissance la plus forte en Afrique, avec une reprise post-Covid généralisée dans la plupart des secteurs d'activité. Pour 2024, la Banque africaine de développement estime une croissance du PIB réel de 6,3% par rapport aux 5,3% de 2023 grâce à la reprise soutenue du tourisme et à la stabilisation progressive des chaînes d'approvisionnement et de valeur. Et le gouvernement zimbabwéen vient de prendre une décision historique. Hier mardi, il a abrogé la peine de mort qui est une pratique héritée de l'époque coloniale. À travers cette abrogation, le pays de Emmerson Mnangagwa s'est donc engagé à agir en faveur des droits de l'homme et de la dignité humaine. Africa News. Le gouvernement zimbabwéen a décidé mardi d'abolir la peine de mort après des mois de débats au Parlement, choisissant à la place d'imposer de longues peines d'emprisonnement pour les délits les plus graves. Le gouvernement d'Emmerson Mnangagwa a adopté ce projet de loi déposé l'année dernière à l'Assemblée nationale et visant à abolir la peine de mort, héritage de la colonisation britannique. Dans un communiqué officiel, le cabinet zimbabwéen a souligné la nécessité de maintenir un système pénal juste et équilibré où les circonstances aggravantes peuvent entraîner des peines d'emprisonnement à perpétuité. La dernière exécution au Zimbabwe remonte à 2005, marquant ainsi une décennie et demie depuis que le pays a renoncé à cette pratique controversée. Le président Emmerson Mnangagwa, lui-même ancien condamné à mort lors de la lutte pour l'indépendance contre la domination britannique, a joué un rôle central dans cette décision historique. Ce journal est terminé. Je vous rappelle le titre. À quelques minutes de la demi-finale de la CAN qui opposera la RDC à la Côte d'Ivoire, la fièvre monte. Les fanatiques s'émuent en entraîneur et proposent comment les léopards doivent se comporter pour l'emporter devant les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et puis le gouvernement zimbabwéen vient de prendre une décision historique. Ce dernier a abrogé la peine de mort qui est une pratique héritée de l'époque coloniale. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.